Ça a l'air de marcher. Si c'est parti, normalement, vous devez avoir un message qui vous dit l'enregistrement. Bon, merci Françoise de me faire signe, ça me permet de voir que c'est bon. Top. Donc, okay. L'enfant va quelque part être frustré de la façon dont ses parents vont réagir en général, et ce n'est pas forcément vrai des générations actuelles. En tous les cas, lui, sur ses pulsions sexuelles, et ça va générer chez lui une forme de frustration. Le surmoi, c'est l'endroit où siègent tous les interdits. C'est quelque part les garde-fous, c'est les il faut, les je dois, c'est aussi les injonctions parentales. Ceux qui ont fait la formation Coaching Ways, ce sont les drivers. Fais plaisir à maman, sois gentil, sois fort, ne pleure pas, etc. Donc tout ça va créer quelque part chez l'enfant une forme de limitation où il se dit, si je ne dépasse pas cette ligne, quelque part, on va m'aimer. Et du coup, il va se limiter à ce qu'il est pour se faire aimer. Et le moi, c'est le résultat du modelage, entre guillemets, entre le ça et le surmoi. Et donc, c'est ce qui va créer quelque part ce que l'on appelle l'ego et la persona de l'adulte que l'on devient. Maintenant, quel est l'apport de Jung par rapport à ça? Jung et j'ai écouté hier encore un enregistrement qu'il a fait peu de temps avant sa mort, un enregistrement audio. Jung va énormément idéaliser Freud en se disant ce type, il est génial, etc. Il amène quelque chose et il est dans la continuité, il est plus jeune. Et très vite, il va se dire, il y a des choses qui manquent. Ce qu'il propose est intéressant, mais de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il manque des choses. Et pour contextualiser Jung est le fils d'un pasteur et d'une mère qui est médium et qui tourne les tables. Et donc forcément, il est élevé dans un environnement où il a accès quelque part, très jeune, à autre chose. Et Jung va proposer, pas tout de suite, mais en tous les cas, ce qu'il appelle le processus d'individuation. Et le processus d'individuation se passe en différentes étapes. Il n'y a pas de faute, il va d'abord y avoir l'individualisation. L'individualisation, c'est que justement, je développe mon ego, je crée mon personnage vers 5-6 ans et je me coupe un petit peu de ma nature profonde. Et pour survivre à la folie, c'est qu'en fait, le monde autour de moi m'apparaît comme fou. Et donc, je me dis, il faudra peut-être que je sois un peu fou comme eux. Entre guillemets, tous mes rêves, tout ce que j'ai en tant qu'enfant très jeune, visiblement, ce n'est pas reconnu par l'environnement. Donc, si je m'adapte, je me rétrécis quelque part à ce qu'on attend de moi. Et je vais donc m'individualiser comme un personnage et je vais jouer le personnage quelque part qu'on attend de moi. Je vais m'identifier à mon ego, le moi, le surmoi, le ça. Bien sûr, c'est pas conscient. Quand je dis je vais m'identifier, c'est absolument pas conscient. Car l'inconscient collectif, et l'inconscient collectif, c'est d'abord mes parents, c'est ma famille, c'est l'école où je vais, c'est le pays dans lequel je vis, vivent dans une dimension qui est clivée et paranoïde, c'est-à-dire que le monde est dangereux. Un enfant, progressivement, va se rendre compte que le monde est dangereux, y compris dans la cour de récré, ou y compris quand il a 3 ans et qu'il essaie d'attraper un objet sur la table qui lui tombe sur la tête et il se brûle, ou progressivement, il découvre un monde qui n'est pas un monde de bisounours, qui est un monde un peu dangereux. Le processus d'individuation, lui, va arriver beaucoup plus tard. Et on va voir que c'est souvent ce que l'on appelle la crise de la quarantaine. Et ça peut être un petit peu plus tôt chez les femmes, 30-35, parce qu'on n'a pas la même horloge biologique, hommes et femmes, et puis chez un homme, c'est plutôt 40-45. Mais ce sont des généralisations, car de plus en plus,
c'est plus tôt dans les générations actuelles, ça arrive de plus en plus jeune, et il peut y avoir plein d'exceptions. Dans ce processus d'individuation, il y a quelque chose, il y a une partie de moi qui va prendre conscience que j'ai un ego, mais que ce n'est pas qui je suis. Et ça, c'est une véritable révélation. Mais là, pour l'instant, je vous donne les généralités, je vais ensuite le détailler. On va rentrer vraiment dans le détail de ça. Ensuite, je ne vais plus m'identifier à cet ego, mais je vais me dire, j'ai cet ego, et visiblement, il m'a servi, et sans doute c'est bien de l'avoir. Mais par contre, ce qui peut être évolutif, en tous les cas, ce qui peut peut-être m'aider, c'est de ne plus m'identifier à lui et de me rendre compte que je ne suis pas cet ego, je l'ai. Le processus initiatique va être ensuite de l'accueillir et de le transcender. Et on va voir que pour cela, il va notamment être nécessaire d'aller à la rencontre de son ombre pour la transformer. Cette partie, finalement, qui prend conscience que j'ai un ego, Jung l'appelle le soi ou l'âme, qui est un continuum de conscience présent au-delà du temps, dont nous avons perdu la conscience dans les premiers mois de notre vie, par souci de cohérence, parce que, encore une fois, dans les premiers mois de notre vie, en général, ça n'a pas été reconnu. C'est différent dans les générations actuelles. Pour les parents, les jeunes parents qui pratiquent l'autonomie, on parle aujourd'hui, parfois, et c'est tant mieux, autrement à l'enfant. On peut même lui parler in utero dès le 4e mois. Donc ça montre que dès le 4e mois, l'âme est là, elle est présente, elle est capable de donner des réponses. L'ombre, c'est ce qui est refoulé dans l'inconscient à cause justement du moi, du surmoi, etc. Une partie est individuelle et une autre est collective. C'est-à-dire que dans certaines familles, il y a une part d'ombre. Dans certaines familles, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et on peut considérer que c'est l'ombre de l'environnement familial. Alors, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Alors là, il y a un dessin qui est assez intéressant, un schéma, parce qu'il met en évidence, alors le grand cercle, c'est le soi. Il y a une partie qui est collective et une partie qui est individuelle, donc c'est le trait du bas. Il y a ce qui est conscient et ce qui est inconscient. Et si on part du haut, eh ben, on a la persona qui est en général relativement consciente, mais une partie peut être légèrement inconsciente. On a ensuite l'ego qui est en partie constitué de la persona et d'une partie inconsciente. Et dans cette partie inconsciente, il y a une part d'ombre. Et puis enfin, il y a l'anima et l'animus. Pour ceux qui ne connaissent pas Jung, c'est ce que Jung appelle la part masculine et la part féminine. Il y a en chacun de nous, quel que soit le sexe que l'on a. Et cet anima, cet animus, il est beaucoup plus collectif qu'individuel, mais il est aussi individuel. Mais on voit bien que sur un plan collectif, si on est une fille, ben, on va plutôt porter des jupes. Si on est un garçon, on va plutôt... il y a comme des codes qui sont qui sont très puissants sur un plan collectif et qui vont énormément influencer le fait d'être un garçon et le fait d'être une fille. Au-delà du sexe, évidemment. Simplement, certaines filles naissent avec une part masculine forte, certains garçons avec une part féminine forte. Et Christian, oui. excuse-moi de te couper. Apparemment, en fait, le partage ne fonctionne pas. Le partage. Le chat. partage d'écran, il y a des personnes qui ne voient pas. Non, je ne sais pas. Ah, normalement, est-ce que c'est le cas de tout le monde? Parce que là, j'ai l'impression que mon partage d'écran fonctionne. Moi, je le vois, sauf moi. Oui. moi, je le vois. Bon, c'est que moi. Moi, je Pardon. vois. Ah, je alors. vais regarder. Merci. D'accord. Excuse-moi de t'avoir coupé, Christian. T'en prie. Maintenant, je vous propose qu'on rentre un peu dans le détail. On rentre un petit peu plus dans concrètement comment ça se manifeste, ça. Alors, si vous le pouvez, moi, ça m'aide beaucoup
d'allumer vos caméras parce que ça me permet de vous voir, de voir vos réactions et c'est plus agréable quand je discute, en tous les cas, je vous propose ce que je suis en train de vous proposer. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Ah là, ça y est, je vois Delphine, je vois Marianne, Héloïse, merci, c'est cool, merci à vous. Alors, la première phase de notre vie, c'est l'accommodation aux injonctions parentales de notre éducation, de notre milieu, et cela dans la croyance justifiée d'être accepté et d'être aimé. C'est-à-dire qu'on va s'accommoder à ce que globalement, en tant qu'enfant, on comprend que ce que l'on attend de nous. C'est vraiment quelque chose qui va se faire d'une façon très insidieuse au fil du temps. Et il y a des enfants rebelles qui vont pas forcément accepter ça facilement. Donc, c'est bien sûr, c'est plus ou moins. Mais en tous les cas, on peut tous, si vous êtes là ce soir, un peu se reconnaître là-dedans. Qu'est-ce que j'ai sacrifié? Qu'est-ce que j'ai sacrifié de moi? Qu'est-ce que j'ai accepté de moi? Comment je me suis accommodé? Ce qui est intéressant dans le processus d'individuation, c'est de revisiter ça, c'est de se dire, oui, mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, est-ce que cette accommodation, je ne pourrais pas la revisiter? Est-ce que je ne pourrais pas finalement remettre en cause certaines accommodations? Et c'est de ça dont il va s'agir ce soir. Durant cette première phase va se constituer la persona. L'idée, c'est que la persona est un fragment du soi, c'est-à-dire que notre âme trouve que c'est le meilleur outil pour s'en sortir dans le monde dans lequel on s'est incarné. Ça, c'est la proposition que fait Jung. Donc pour Jung, rien n'est grave, rien n'est mal. On a trouvé ce moyen-là, mais pour autant, on n'est pas obligé d'en rester dépendant toute notre vie. C'est un peu ça l'idée. La dimension du soi est devenue inconsciente d'elle-même. Ça, c'est très important. Elle est devenue inconsciente d'elle-même. C'est-à-dire qu'on s'est identifié au personnage, on a oublié le soi, puisque personne ne le voit, personne ne le reconnaît, et donc soi-même, on s'en est totalement coupé. Le soi est notre dimension fondamentale, et le soi est en même temps, tout le temps là, et va tout faire pour redevenir, cette dimension, elle va tout faire pour redevenir consciente d'elle-même. C'est le processus d'individuation. Ensuite, vers la quarantaine, va souvent se produire un malaise intérieur. J'ai la vie que je souhaitais, mais je ne suis pas heureux. Et quand je dis vers la quarantaine, c'est une grosse généralisation. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être 35 pour les femmes, voire 30, et parfois 50 pour les hommes, voire plus. Suis-je vraiment authentique? Ou est-ce que j'ai l'impression de jouer un rôle, de ne pas être à ma place? La relation que j'ai est-elle la bonne? Mon corps commence à me lâcher. Vais-je mourir? Je commence à flipper un peu en me disant, si je continue à vivre comme ça, j'ai l'impression que je suis en train de passer à côté. Et ça, c'est le début. C'est en explorant notre ombre que nous allons pouvoir engager le véritable processus. L'ombre est constituée des choses que nous n'avons pas choisies, de nos frustrations que nous avons refoulées dans notre inconscient. Très souvent, donc, reliées au surmoi, aussi appelé garde-fou. Dans l'ombre, il peut y avoir des pulsions sexuelles démesurées qui peuvent être liées à la naissance. Il peut y avoir du sadomasochisme, des personnes qui se scarifient vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Il peut y avoir des sentiments dont on n'est pas fier, comme de la jalousie, de la haine, de la honte. Et puis, aussi des parts lumineuses, c'est-à-dire de la créativité que j'ai refoulée parce que c'était pas OK dans ma famille. OK, tu veux être danseuse, mais non, tu vas d'abord être ingénieur, et puis peut-être, si tu es ingénieur, tu pourras danser. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro qui doit être ouvert, un peu de bruit de fond. Ce serait bien de le couper. L'ombre va remonter à la surface et fêler la persona.
Alors, j'aime beaucoup cette phrase de Michel Audiard qui dit « J'aime les gens fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière ». La thérapie ou le coaching va être aidant car l'humain ne change que dans la souffrance. Je ne suis pas en phase avec mes valeurs profondes qui remontent à la surface et ça crée une souffrance. Parce que j'ai fait tout ce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse et ça suffit pas. Et le problème, c'est que la solution n'est pas à l'extérieur, mais qu'à ce moment-là, la plupart du temps, on peut en vouloir à tout le monde, à papa, à maman, à tous les gens de mon entourage, à qui j'ai fait confiance, et finalement, il y a un truc qui fonctionne plus. À ce moment-là, souvent, la caricature, c'est qu'on met un genou à terre et c'est « Ok, je ne suis pas le personnage. Ok, ce n'est pas la vie que je veux. » Alors la prière que bon nombre vont vivre peut se résumer ainsi, et j'ai repris un passage de Conversation avec Dieu, ce livre qui s'est vendu aujourd'hui, je crois, à 40 millions d'exemplaires dans le monde, où Neil Donald Walsh pose la question « Toi, Dieu, si tu existes, pourquoi ma vie est ainsi? Pourquoi ça ne fonctionne pas ?» Et ça peut être « Mon Dieu, aide-moi à changer. » Et ça peut être autrement, c'est pas forcément le terme Dieu qui est galvaudé, ça peut être simplement une voix intérieure. Et à ce moment-là, à partir du moment où on demande, on fait appel, peu importe la façon, voilà que des choses changent autour de moi, ou plutôt la perception que j'en ai. Il se passe quelque chose. Et ça ouvre un champ de possibles. Et ce n'est pas un renoncement à l'action, mais bien au contraire. Il s'agit d'une action neuve dans un esprit qui devenu libre est un peu excessif, mais qui devient progressif, qui se libère progressivement et qui progressivement accepte de se dire finalement la solution est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur, et comment je peux revisiter tout ça. Ensuite, enfin libéré des scories de l'illusion de toute puissance, c'est-à-dire que je ne suis pas tout puissant, mon personnage n'est pas tout puissant, du vouloir paraître, des vanités, des rivalités, eh ben, je peux rentrer dans une action libre, dans la joie de servir, parce que ça va fonctionner aussi dans le fait de se mettre au service tout en s'incluant. Platon le résume ainsi, il dit « J'ai beaucoup fait, et si je réussis à animer dans celui qui m'écoute le souvenir de ce qu'il sait déjà, voilà, eh ben j'aurai réussi. » Et ça, c'est la présence, c'est-à-dire c'est d'être dans quelque chose où je suis dans une disponibilité aux autres parce que je suis devenu disponible à moi-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner ce qu'on ne sait pas donner. Et dans le coaching et dans la présence, dans la définition du coaching, on dit c'est le client l'expert. C'est lui qui sait. Mais encore faut-il que le coach soit aussi dans « je sais pour moi ». Et je n'ai rien à apprendre à mon client puisque c'est lui qui le sait pour lui. C'est cette notion-là, déjà, qu'on va toucher à ce moment-là. Se souvenir de ce qu'on sait déjà est au cœur du processus d'individuation, parce que notre soi le sait. Notre soi vient de l'éternité. En tous les cas, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis, hein. C'est ce que Jung propose. Car le grand soi, notre nature profonde, depuis notre naissance, va tenter par tous les moyens de devenir, le grand soi va devenir par tous les moyens, va tenter par tous les moyens de devenir conscient de lui-même. Ça, cette phrase est assez puissante. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui n'était plus consciente, mais qui en fait, c'est ce que dit aussi Nelson Mandela, je suis le capitaine de mon âme. Sauf qu'on l'a oublié, la plupart du temps. Et c'est cette reconnexion qui est très puissante. La bonne façon, c'est d'accueillir ce processus, car si une porte s'ouvre vers plus de compréhension de finalement, qu'est-ce que je fais là?
le monde autour de soi ne change pas. Il y a un deuil. C'est un chemin qu'on parcourt seul et à l'idéal, avec l'aide d'un guide spirituel, d'un mentor, d'un thérapeute, car seul, c'est très compliqué, parce qu'on se sent très seul. Et on essaie d'en parler autour de soi, mais personne ne comprend. Et parce que les personnes autour de soi ne sont pas forcément dans la même temporalité. C'est une question de temporalité, c'est quelque chose qui se produit à un moment donné. La patience, le temps, c'est la clé, car on a l'impression d'être un extraterrestre, d'être décalé. Et on est en quelque sorte un extraterrestre, puisqu'on s'est reconnecté à notre nature non terrestre. Donc j'aime bien ce côté extraterrestre. Alors il y a la notion de réunir les paires d'opposés, le masculin et le féminin. C'est notre nature spirituelle. Notre nature spirituelle n'est pas sexuée, sauf qu'on est dans un corps sexué. Et ça, c'est pas facile à vivre. L'enfant se rétrécit pour rentrer dans un corps qui a une densité qui n'est pas de là d'où il vient. Les paires d'opposés, c'est de comprendre que finalement, l'expérience humaine, c'est d'expérimenter, et pour expérimenter, je dois expérimenter le chaud pour connaître le froid, l'amour pour connaître la peur, ou la peur pour connaître l'amour plutôt. C'est quelque part le sens de la vie. Alors beaucoup de personnes en fin de vie témoignent de l'essentiel de ce qu'elles retiennent, c'est d'avoir aimé, d'avoir donné, contribué au monde, plus ou moins, dans les limites de ce que leur vie leur a permis, et sans doute le plus difficile, je vous invite à réfléchir là-dessus, de recevoir. Car souvent, est-ce qu'on reçoit vraiment? Est-ce qu'on est vraiment ouvert à recevoir? Alors, je vous partage, parce qu'il y a un interview de Jung qui existe sur YouTube, où il a été filmé par la BBC en 60 ou 61, il est décédé en 62. Et il partage quelques points, c'était quelques mois avant sa mort, où il dit à 11 ans, je prends conscience de je suis, je prends conscience qu'il y a une partie qui est en moi, celui qui est l'auteur de mes pensées. Et donc, il se met un peu en observateur. Quand je pense, qui pense? Et il se pose cette question dès l'âge de 11 ans. Alors, j'aime bien l'anecdote d'un devoir de philo dont il va parler, parce qu'elle me touche particulièrement, parce qu'il m'est arrivé la même chose. C'est-à-dire que Jung est un type passionné, qui fait pas semblant. Et il a un devoir de philo où le sujet le passionne profondément, et donc il va passer des heures et des heures à faire sa dissertation. Et le prof de philo est convaincu que c'est impossible qu'un jeune de 16-17 ans ait pu produire ce devoir. Et donc, il lui donne pas de notes et il le menace de l'exclure du lycée s'il arrive à démontrer que c'est impossible, que c'est lui qui ait pu faire ça. Bien sûr, ça ne va pas se produire, mais il m'est arrivé la même chose. J'avais lu L'être et le néant de Sartre, et pour la première fois, je m'étais passionné, j'avais fait un super devoir de philo, et le prof de philo me l'a donné en me disant c'est pas toi qui as fait ce devoir. Donc voilà, ça peut arriver. Donc, moi, ça m'a fait écho. Jung dit, ma différence avec Freud, c'est qu'il est dans des certitudes. Alors que il me manque, excusez-moi, j'ai oublié, je suis dans le doute. Je suis dans le doute au sens Toltec. Seulement, ce que j'ai expérimenté, je le sais. C'est ce que dit Jung. Lui, il dit, j'ai pas de théorie, je peux juste vous partager ce que j'ai expérimenté. Il dit aussi, l'homme ne peut supporter une existence dénuée de sens. Et ça va être son moteur dans sa vie. Et à la fin, le journaliste lui pose la question, et ce passage est très étonnant,
croyez-vous en Dieu? Et il répond, je sais, je n'ai pas besoin de croire, je sais. Et je pense en fait que le divin, le spirituel, comme l'amour, c'est d'abord une expérience. Et c'est pour ça que les religions ne fonctionnent pas bien, parce qu'elles essaient de nous donner une sorte de chemin qui nous permettrait de contacter Dieu, la spiritualité, alors qu'en fait c'est une expérience. Et c'est une expérience qui nous arrive peut-être quand on s'y attend pas. Mais en tous les cas, j'aime bien cette notion que la spiritualité est une expérience et elle est aussi dans mon expérience. Donc forcément, ça me parle. Alors, je vous propose, tout en m'écoutant, de vous rappeler une expérience de présence. Et là, on va faire le lien entre l'individuation et la présence qui vous a touché et de la témoigner dans le temps de questions-partage, si cela fait sens pour vous. C'est-à-dire qu'on va avoir ce temps bientôt, dans environ 15-20 minutes, et donc ou de partager sur le chat comme vous voulez, si vous avez quelque chose qui vous a beaucoup touché dans une expérience où vous vous êtes senti pleinement présent, pas forcément dans un coaching, mais en tous les cas où vous avez pu toucher la notion de présence. Alors, quels sont les liens entre la présence et l'individuation? La présence, et là je reprends des choses qui nous viennent d'un superviseur, d'un coach extraordinaire canadien que j'aime beaucoup, qui est un ami, qui s'appelle Marcel Gemme, et qui a pas mal fait de conférences sur la présence, qui est un coach MCC canadien de plus de 70 ans, extraordinaire. Et il dit, la présence se manifeste par une écoute active, jusque-là rien de nouveau, mais pas seulement avec la tête, aussi avec le cœur et le corps. Dans la présence, il n'y a pas que la tête. La présence part du présupposé que mon client, partenaire de coaching, sait déjà et qu'il a juste à laisser être. Quand le phénomène se produit, le champ change. Quelque part, c'est vraiment pas que des mots. Le client est l'expert, je le sais, et en le sachant, je le reconnais comme puissant à atteindre ses objectifs. Et il peut se passer quelque chose à ce moment-là. Mais c'est pas juste des mots, c'est pas juste intellectuel. C'est la présence qui peut générer ça. Pour le coacher, c'est la prise de conscience qu'il peut revisiter, recréer le passé et se libérer de croyances limitantes et entrevoir un futur inédit, inspirant, plein d'espoir. Cette perspective est souvent accompagnée de joie parce qu'il y a des prises de conscience qui se font et on parle de moments magiques. Moi, j'aime bien le mot magique parce que c'est l'âme qui agit, l'âme agit. Et ça va se passer dans la présence. Le coach n'est pas dans le contrôle. Il laisse être son coaché et fait à 100% confiance au processus de coaching dans un lâcher-prise. Il danse avec son client. Et là, je peux vous partager une expérience que j'ai vécue qui met en évidence la différence entre le contrôle et le lâcher-prise. Et à l'époque, je faisais ma formation de thérapeute et notre enseignante nous parle du lâcher-prise. Et que le lâcher-prise est plus relié à la maîtrise par rapport au contrôle. Où dans le contrôle, il n'y a pas de lâcher-prise. On est dans un mental avec un souci de performance. Et le coach peut être dans ce mental, dans un souci de performance. Dans le lâcher-prise, il y a le fait de laisser faire le processus dans la confiance.
Et le lâcher-prise, donc, s'associe à la maîtrise. Et à ce moment-là, quand j'étais avec mes collègues, je faisais cette formation, j'ai fait une prise de conscience et j'ai fait un lien avec un stage, et là, ça va vous paraître complètement incongru, avec un stage de conduite sur glace. Et dans ce stage de conduite sur glace, je vais essayer de le faire un peu rapidement, on n'arrive pas, donc c'est vraiment un stage qui se passe près de Lille, sur un circuit, et on prend la voiture, et puis on n'arrive pas à rester sur le circuit. Et puis le moniteur, lui, arrive à tourner sur le circuit relativement vite, et donc on débriefe, et il nous explique qu'il y a des leviers sur lesquels lui, il agit, et que nous, on n'agit pas, et que c'est juste la différence, mais qu'on a tous la capacité à faire ce qu'il fait. Et assez vite, on met en évidence qu'a priori, en jouant sur l'embrayage et sur le fait de tourner le volant, on pourrait rester sur le circuit. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir qu'on ait confiance dans le fait de rester sur le circuit, car si on a confiance dans le fait de rester sur le circuit, on regarde l'endroit où on souhaite aller, alors que si on est dans la peur, on regarde l'endroit où on a peur d'aller, c'est-à-dire le décor. Et à partir du moment où on prend confiance dans l'endroit où on veut aller, qu'on est dans une forme de focus et qu'on a confiance à 100%, progressivement va s'installer quelque chose qui va faire que on va débrayer. Donc débrayer, c'est lâcher prise. On n'est plus en prise, la voiture est en roue libre et on va arriver à rester sur le circuit. Et puis, on va aller déjeuner. Et au retour de déjeuner, la plupart d'entre nous, on va à nouveau se planter. Et on va se planter pourquoi? Dans le débrief, ce qui va être mis en évidence, c'est que pour arriver à rester sur le circuit, il faut être à 100% présent. Car ça se passe au millième de seconde. Et en fait, c'est notre pied qui, au niveau de l'embrayage, va sentir l'adhérence des roues. Et en fonction de l'adhérence des roues et de là où on regarde, on va mettre le volant au bon endroit. Mais ça ne passe pas par le mental. Ça ne passe pas par la tête. C'est quelque chose qui est une forme de boucle qui se produit que quand on est pleinement dans le présent. Et bien ça, c'est à la fois la définition de la présence, de la maîtrise et du lâcher-prise. Car dans la vie, si on a une intention, on la garde focus, qu'on est pleinement présent, l'univers va s'occuper des détails et ça se produira quand ça sera juste. Dans un coaching, c'est la même chose. Et là, il y a quelque chose de magique qui peut se passer. Un des chemins de la présence, c'est l'intuition. L'intuition, c'est une aptitude à connaître quelque chose d'emblée, sans passer par l'intellect. Et c'est perturbant. C'est une révélation directe. Et l'intuition peut être déclenchée par une synchronicité. Le point d'interrogation étant trop. Et là, j'ai une anecdote. En tant que thérapeute, j'ai fait beaucoup de séances de thérapie et régulièrement, j'avais ce qu'on appelle des intuitions. On appelle ça aussi insight, impétus. Spontanément, quelque chose qui me donne une information sur la relation. C'est un point d'entrée direct. Et là, c'est très perturbant au début quand ça nous arrive parce qu'on se dit, est-ce que je peux faire confiance à ça? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste pour le patient? Est-ce que je peux faire confiance? Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité de me dire, j'ai ce moyen de vérifier mon intuition, ce qui m'arrive. Et vous allez voir, c'est une situation un peu drôle. Je reçois un homme dont la demande est la suivante, c'est il a été séparé pendant une dizaine d'années de son ex-femme. Ils viennent de se remettre ensemble et il a très peur qu'elle le quitte à nouveau parce qu'il est extrêmement jaloux. Et donc, il vient travailler en thérapie son problème de jalousie maladive. Et là, je sais qui est sa femme.
sauf que je n'ai aucune information. C'est une femme que j'ai rencontrée sur Mythique. À l'époque, j'étais célibataire, je faisais des rencontres, j'ai dîné un soir avec elle et je sais que c'est cette femme-là. C'est complètement... Et là, je vais vérifier. Je vais lui poser la question, juste pour que la séance soit plus agréable. Pourrais-tu me donner son prénom, sa profession, que je la situe un petit peu? Et toutes les informations qu'il va me donner vont être indiscutables sur le fait que je ne me suis pas trompé. Et en fait, comme il aimait cette femme, et que moi je l'avais aussi, je ne l'ai pas aimée, mais je l'avais rencontrée, eh ben, il portait en lui l'énergie de cette personne, et je me suis connecté à l'énergie de cette personne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut faire confiance à son intuition, à condition d'y mettre du discernement, et toujours d'avoir une forme de protection. Est-ce que je peux me permettre de te partager quelque chose? Là, il y a quelque chose qui me vient, je voudrais te le partager. Je ne sais pas si c'est juste, mais ça me semble être intéressant. C'est de mettre cette forme de protection, mais en tous les cas, quand on est très en présence, l'intuition peut être extrêmement forte, et en tous les cas, aller jusque-là, quoi. Ça peut être assez puissant. Le silence chez les bouddhistes, le non-être, est un espace sans limite entre le soi et l'univers, le soi et l'inconscient collectif. Marcel en parle aussi dans la présence. Il y a comme quelque chose où il y a une forme de silence. Et quand on fait le silence, on crée de l'espace au nouveau. Mais on peut faire le silence que si on sait individuer. Si on ne sait pas individuer, on est inconsciemment dans une forme de quête de performance. Alors que si on est pleinement individué, eh ben on va être dans cette notion de... Potentiellement, on peut accéder à ce silence. En résumé, la présence à l'autre passe par la présence à soi, afin d'être pleinement disponible. J'ai encore une anecdote sur un maître qui est devant ses disciples, et puis un de ses disciples lui pose la question: Maître, qu'est-ce qui fait que vous êtes un maître et pas nous? Et le maître répond: la seule différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que moi je le sais. Ok? Et donc le disciple se démonte pas et lui dit: mais qu'est-ce qui fait que vous le savez et que nous on le sait pas? Et il répond: parce que vous êtes distrait et parce que vos pensées sont éparpillées et pas les miennes. Et c'est cette notion de disponibilité qui change tout et qui amène à la maîtrise. L'individuation va me permettre de rentrer lors des séances de coaching dans un état de disponibilité à l'autre. C'est la présence. C'est à la fois simple et pas si simple d'y accéder parce que ça nécessite d'avoir initié ce chemin d'individuation. Alors maintenant, qu'est-ce que cette formation coaching et thérapie peut vous apporter par rapport au processus d'individuation? Eh bien, c'est qu'elle vise d'initier un processus d'individuation visant à accueillir mon ego sans m'identifier à lui et de prendre conscience du soi. Donc, je vous présente ça sous l'angle de la vision intégrale. Dans ça, il y a des bénéfices comme avoir des notions de psychopatho, d'identifier la limite entre coaching et thérapie, de comprendre la décompensation, ce qui peut arriver quand on est formateur et qu'on anime des groupes. Hein, ça peut être intéressant. Ça permet de gagner en confiance et en légitimité dans sa pratique, de mieux communiquer avec des thérapeutes, des psychiatres, des psychologues, si jamais un de vos clients a des problèmes psychologiques, de mieux l'identifier. Et d'expérimenter en groupe les différents profils de personnalité, de mieux se connaître et mieux accueillir les autres. Donc ça, c'est ce que la formation va permettre. Et ce processus d'individuation, il est plus facile à aller chercher quand on est en groupe.
Alors, je vous propose aussi, tout en m'écoutant, de réfléchir à cette façon de vous définir, de vous découvrir, des interrogations, des prises de conscience. C'est-à-dire que je vais vous proposer maintenant comment on démarre cette formation. On démarre cette formation avec chacun qui va aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut faire dans la formation Les clés du coaching, où chacun va exprimer qui il est vraiment, un peu se mettre à nu. Et donc, en général, je commence toujours par moi, en expliquant que mes forces, c'est que je suis quelqu'un de tenace, d'endurant, quelqu'un de gentil dans le sens de la gentillesse. J'ai un esprit d'analyse et de synthèse, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, mais ça a parfois été une fuite. Mes faiblesses, c'est que j'ai tendance à la dispersion, je peux procrastiner, je peux être dans la fuite. Dans le E, j'enseigne le coaching et la thérapie depuis 2010, je co-dirige Coaching West France, je suis peintre. Quoi d'autre? J'ai aussi une activité de caviste depuis pas longtemps. Dans un groupe, je m'engage à la coopération, à être vrai, à être moi-même, dans l'ouverture, dans l'amour. Et j'ajoute souvent qu'il n'y a pas de travaux pratiques sur l'amour. Et dans mes attentes, il y a la tolérance, la bienveillance, le non-jugement, la confidentialité. Et puis dans le jeu, dans la partie lumière, mon leitmotiv, c'est d'être créateur de ma vie, d'être au service de l'ensemble. Et mon ombre, c'est que je manque parfois de confiance en moi, je me sens encore parfois coupable, donc c'est relié à mon histoire de vie, mais on n'a pas trop le temps ce soir pour que je vous la raconte. Mais en tous les cas, dans la formation, on va se présenter sous ces 4 angles, en allant un petit peu plus loin, en mettant un peu plus en étayant, par exemple, je me sens coupable, qu'est-ce qui a fait dans ma vie que j'ai pu, à certains moments, me sentir coupable. Alors, dans cette formation, sur un plan éthique, c'est que j'enseigne et je partage que ce que j'ai expérimenté. On co-crée la formation, ou plutôt ce parcours initiatique. Il n'y a pas de sachant, pas d'apprenant. Et chacun peut oser proposer des options. On est dans quelque chose d'interactif. Responsable, c'est être apte à répondre. C'est la puissance par rapport au côté coupable où je me coupe, où je me donne des coups. Donc, on va poser des questions en fonction du parcours de vie, en fonction de tout ce qu'on peut découvrir, de comment on pourrait être plus responsable aujourd'hui, c'est-à-dire comment on pourrait être apte à répondre à ce qui a pu être vécu, qui parfois a pu être traumatisant à un moment donné, mais l'adulte peut être apte à répondre. Alors, le module est un parcours initiatique au travers d'un masque. C'est un module, la formation est en 2 fois 3 jours. Et je pars du présupposé que nos expressions sont liées en partie à notre ego, à nos mécanismes de défense. Et on va aller un peu plus loin que dans la formation de Coaching Ways, c'est-à-dire qu'on va d'abord se laisser mouler un masque en plâtre sur le visage et prendre conscience de la rigidité d'un côté parfois figé qui se dégage de moi, c'est-à-dire que ce masque va prendre la forme de son propre visage, mais on va le sentir se rigidifier et on va sentir que de temps en temps, on peut avoir ce côté un peu rigide. Cette expérience va générer des prises de conscience et vous allez avoir un temps pour exprimer ces prises de conscience que vous avez faites. Ça va se passer par 2, un peu dans la pénombre, avec une musique. Le lendemain, vous allez avoir l'opportunité, alors entre deux, il y a des éléments théoriques qui sont donnés sur les mécanismes de défense, sur des choses qu'on a évoquées déjà maintenant. Le lendemain, vous allez peindre votre masque et ça va permettre de m'observer et d'exprimer mon ombre dans le côté caricatural, donc le masque étant plutôt la représentation de l'ombre. L'après-midi, vous allez le danser avec le groupe afin de vivre une expression condensée dans le corps plutôt que dans la tête. C'est-à-dire qu'il y a des percussionnistes africains qui viennent, on se met en cercle et il y en a un qui va au milieu du cercle et pendant 3 minutes, il danse sa part d'ombre.
les autres dansent en même temps, car l'autre est un reflet de moi-même. Et la consigne qu'ont les musiciens, ce sont des percussionnistes africains, donc ce sont des danses un peu tribales, c'est d'accélérer le rythme, notamment durant la dernière minute, pour aller un peu dans une forme un peu de transe. Mais chacun étant libre de le vivre dans ses limites. Et le lendemain, il y aura une après-midi d'intégration. Ce qu'on appelle une intégration, c'est que il y a encore, pardonnez-moi pour les fautes d'orthographe, hein, j'ai fait ça hier soir à minuit, donc je crois qu'il me manque de temps en temps des petits trucs. Je vais partager avec le groupe les liens que je fais avec les événements marquants de ma vie. Et là, je serai accompagné d'une thérapeute. Et l'idée, c'est de faire quelque chose qui ressemble un peu à une constellation familiale, mais ça s'appelle plus une mise en situation. Pour revivre cet événement et s'en libérer, c'est ce qu'on fait dans les écoles de thérapie en général. Le deuxième module, qui a lieu environ 5-6 semaines plus tard, donc le premier module il aura lieu tout début juillet. Je crois que Muriel pourra vous rappeler les dates. Et le deuxième module a lieu tout début octobre. Lors du deuxième module, je vais vivre symboliquement la mort en brûlant dans un rituel mon masque et de choisir, d'avoir un parcours qui sera de qu'est-ce que je laisse mourir, quelles sont les parties de moi dont je me libère aujourd'hui, puisque je me libère en quelque sorte du masque, dont en tant qu'adulte, je n'ai plus besoin aujourd'hui. Le lendemain, je vais vivre lors d'un exercice très puissant, je vais revivre ma naissance et faire des prises de conscience de l'origine de certains comportements, mécanismes de défense, addictions, etc., qui proviennent de notre naissance. Et on peut faire toutes les thérapies du monde. Si quelque chose est relié au moment de notre naissance, tant qu'on ne l'aura pas revécu, on s'en libérera pas. Et environ 85% des participants vont revivre leur naissance et vraiment se libérer de certaines choses. Je vais vous donner 2 exemples triviaux, enfin assez caricatural. Il y a des personnes qui, dans leur vie, sont j'y vais pas, et qui hésitent, qui sont tout le temps dans l'hésitation. Je pense que certains d'entre vous peuvent se reconnaître là-dedans. Et ben, en général, ce sont des personnes qui, au moment de leur naissance, l'accouchement a été très long, et il y a eu comme une peur du bébé que j'étais, de m'engager dans le passage, et ça a mis du temps. Vous avez des personnes qui ont des difficultés à porter des écharpes simplement parce qu'elles sont nées avec le cordon autour du cou. Quand on revit sa naissance, on se libère de ces choses-là. Et du coup, c'est très thérapeutique. L'après-midi, je vais à nouveau danser, mais cette fois-ci sans masque. Ma lumière, l'ombre étant apprivoisée. Et lors de la dernière demi-journée d'intégration, je partage à nouveau en groupe les prises de conscience avec mon histoire de vie et qui peut être lié justement à ce que j'ai vécu en revivant ma naissance ou en brûlant mon masque. Et donc cette formation, la promesse de cette formation, c'est que par rapport à tout ce que j'ai pu vous confier sur le processus d'individuation, c'est que si vous y venez, peut-être vous avez déjà commencé, peut-être pas, mais qu'en tous les cas, à l'issue de cette formation, ce processus d'individuation sera enclenché ou vous aura permis d'aller plus loin dans ce processus qui, une fois qu'on a mis le doigt dedans, en général, on ne peut pas s'arrêter. Et la seconde promesse, c'est que ce sera au service de votre présence en coaching. C'est-à-dire que vous serez beaucoup plus présent en coaching parce que vous serez plus présent à vous-même et vous pourrez, dans vos séances de coaching, ne plus être dans la performance, mais d'être vraiment dans la présence à soi. Et du coup, à votre coaching. J'en ai terminé. J'ai pas trop été interrompu par Muriel sur des questions dans le chat. Je vais arrêter mon partage d'écran. Comme ça, on va pouvoir être tous ensemble.
Je sais pas pourquoi j'arrive pas. Voilà, arrêtez le partage. Donc, si vous pouvez, je vous propose qu'on échange. On a encore du temps devant nous, normalement environ 25 minutes. Si vous avez une question, c'est mieux d'allumer votre caméra et sans aucun filtre, hein, vous pouvez soit poser des questions, soit faire des partages sur ce que vous avez entendu, sur ce qui vous a parlé, sur ce qui vous a moins parlé peut-être. Alors, Christian, je ne sais pas si tu as reçu de Sophie dans en message direct la question de Sophie Souchon. Non, je n'ai pas eu le Non, temps de lire tu les l'as pas. D'accord. Alors, Sophie demandait l'intuition ne provient-elle pas d'une analyse très rapide de paramètres d'éléments divers, si rapide que l'analyse elle-même n'est pas perçue et le résultat saute aux yeux comme sorti de nulle part? En fait, l'intuition ne passe pas par le mental. C'est même parfois pas des mots, ce sont des images. Ça dépend comment on les reçoit. Mais on l'appelle en anglais, on appelle ça insight. En français, on appelle ça impetus. C'est quelque chose qui nous traverse l'esprit sans raison rationnelle. L'intuition n'est pas rationnelle. Et du coup, l'intérêt de l'intuition, c'est qu'elle n'est pas limitée, parce que notre mental est limité. Il est limité par l'ego, par notre éducation, par ce qui est conventionnel, par tout un tas de choses. L'intuition, non. Et le point commun, par exemple, entre Spinoza et Jung, c'est qu'ils étaient tous les deux avec une intuition très, très forte. Et du coup, ils ont appris à l'apprivoiser, cette intuition, et à en faire quelque chose. Ce que dit Marcel Gemme, que j'aime beaucoup en coaching, il dit associer intuition et raison. Parce que la raison, c'est du discernement. Et c'est toujours d'avoir une précaution. J'ai une petite voix intérieure qui me dit ça, est-ce que tu es OK que je te la partage et si ça ne te parle pas, c'est bon. Et par contre, si ça parle au client, à ce moment-là, c'est que l'intuition est juste et elle peut, parce qu'elle sort du cadre, être extrêmement percutante. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ce que propose Sophie, en Je propose à clarifiant. Sophie de réagir peut-être. Oui, bonsoir tout le monde. Désolée, j'allume pas la caméra tout simplement parce que je suis à la campagne et que ma bande passante parfois me fait défaut. Donc, si je veux rester avec vous, il vaut mieux que je la ménage. Je comprends. Merci beaucoup, Christian, pour cette réponse. J'entends bien quand tu dis l'intuition, elle est pas générée par le mental. J'ai quand même un petit peu du mal dans l'exemple que tu indiquais. Tu as pu avoir des indices de cet homme qui parlait de son épouse, où il pouvait y Aucun. avoir des éléments. Aucun. Aucun. C'était au bout de 5 minutes. Il était devant moi, mais j'en ai eu plein d'autres. Simplement, là, j'avais une occasion. J'avais une occasion pour vérifier. Il n'y avait aucun intérêt pour la thérapie. J'ai juste fait ça pour vérifier que mon intuition était juste. Parce que je me suis dit, mais c'est complètement idiot. J'ai cette image de cette femme dans la tête, mais pourquoi et j'ai voulu vérifier. Lui, il m'avait simplement dit qu'il était extrêmement jaloux et qu'il voulait travailler sa jalousie. Et puis moi, j'ai profité du truc pour lui dire, juste pour que ce soit plus convivial pour nous deux, plus agréable pour moi, pourrais-tu juste me donner 2-3 indices sur cette personne? Et je lui ai pas dit que je la connaissais ni rien. Je suis resté, moi, je l'ai gardé pour moi. Ça a été pour moi un moyen de vérifier. Et ensuite, ça m'est arrivé plein d'autres fois d'avoir des intuitions. C'est-à-dire qu'ensuite, j'ai pu oser déposer mon intuition. Et 9 fois sur 10, ça a fait mouche. Simplement, ce qui compte, le discernement, c'est que de temps en temps, on peut
on peut être influencé par notre ego. On n'est pas, enfin, moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui est 100% dans la maîtrise et qui, de temps en temps, ne peut pas être influencé par son propre ego. Donc, aujourd'hui, je peux dire, je fais confiance à mon intuition et en même temps, j'utilise ma raison pour vérifier que c'est bien une bonne intuition. Je ne sais pas si ça répond mieux. Oui, ça répond, merci. Merci, ça répond, ça éclaire bien. Merci beaucoup. Ok. J'ai une autre question, Christian, de Mathilde, Oui. qui demande pourquoi faut-il expérimenter les opposés, la peur pour connaître l'amour? Ah, merci, c'est une question intéressante. Dans Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsh, et ça m'a permis de comprendre ce concept des paires d'opposés, parce que c'est vraiment un concept que Jung met en évidence. La réponse qui est donnée, donc c'est une conversation entre Neale Donald Walsh et une entité qui lui répond, on peut l'appeler une entité, Dieu, peu importe. Et la réponse qui est donnée, c'est que je ne peux pas expérimenter quelque chose de froid si je ne peux pas expérimenter quelque chose de chaud. Je peux pas, et entre les deux, il y a le tiède. Je ne peux pas expérimenter l'amour si je ne peux pas expérimenter ce qui n'est pas l'amour. Je ne peux pas expérimenter le fait d'être grand si tout le monde fait la même taille. Il n'y a pas de taille à ce moment-là. Et donc, le sens de la vie et de l'incarnation serait justement de pouvoir vivre les paires d'opposés et de choisir. Et notre libre arbitre est de choisir. Mais je peux choisir, encore une fois, que s'il y a le choix. Et le choix, ce sont les paires d'opposés. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Et de ce point de vue-là, rien n'est grave, rien n'est bien, rien n'est mal. C'est qu'est-ce que je choisis et qu'est-ce qui est utile pour moi? Qu'est-ce qui va faire sens dans ma vie? Qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant? Je ne sais pas si, Mathilde, ça répond bien à ta question. Oui, bonsoir. Oui, enfin, en tout cas, ça me donne des bribes de compréhension, on va dire. Du coup, voilà, ça me questionne sur, vous dites que c'est le sens de la vie d'expérimenter les deux et ensuite de choisir. Donc, du coup, est-ce que ça veut dire que en fait, la vie nous présente nécessairement les deux et qu'à chaque fois, on fait un choix ou il y a un moment donné, on fait un choix définitif de l'un ou l'autre? Je ne sais pas. Un peu tout ça, oui. Alors, il y a une autre phrase qui me plaît beaucoup dans ce livre, qui est le chemin pour devenir qui l'on est souvent de passer par qui l'on n'est pas. C'est-à-dire d'expérimenter ce qui ne nous convient pas pour ensuite vraiment choisir qui on a envie de devenir, qui on a envie d'être. Pour autant, on n'est pas obligé de vivre tous les traumas du monde pour connaître le bonheur. Ça va dépendre du chemin de chacun. Simplement, la bonne nouvelle, c'est que si on a vécu dans sa vie des choses traumatiques, et je fais partie de ces personnes-là, c'est qu'on peut en faire quelque chose. Sartre disait, le plus important, c'est pas ce qu'on m'a fait, mais c'est ce que je fais de ce qu'on m'a fait. En tant que thérapeute, j'ai accompagné des gens qui ont vécu des choses très difficiles, de la maltraitance, j'en fais partie, mais aussi des femmes qui ont été violées, etc. Et je leur disais toujours, mais est-ce que vous allez donner toute votre vie le pouvoir, autant de pouvoir à cette personne qui vous a fait ça? Ou est-ce que vous allez donner une autre réponse? Et ça, c'est libérant. C'est-à-dire, ce qui est passé. Je n'ai plus de pouvoir sur ce qui est passé. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et ça, c'est vraiment libérateur parce que ça n'excuse rien. Ça permet de donner un sens à sa vie, quoi que j'ai vécu avant. Ça ne justifie pas, ça n'excuse pas, c'est pas le propos. Le propos, c'est est-ce que je vais vivre toute ma vie dans
le trauma de ce que j'ai subi. C'est un choix. Et on peut pleinement s'en libérer. Simplement en se disant, ben, on n'est pas dans un monde de bisounours autour de nous. Et nous-mêmes, en tant que parents, quand on laisse nos enfants, je fais une généralisation, hein, mais commencer à rentrer dans la vie en pouvant regarder des dessins animés où les personnages se coupent la tête, où on banalise la mort avec des mitrailleuses, etc., on peut quand même se poser la question de pourquoi beaucoup d'adultes ont du mal à sortir du jeu vidéo, quoi. C'est collectivement qu'on est aussi responsable d'un certain nombre de choses. Et du coup, si moi je change le prisme, si moi je donne une autre réponse, mais quelque part j'influence le monde pour qu'il agisse autrement. Chacun peut amener sa pierre à l'édifice. Merci, j'aime bien. Je retiens la phrase le chemin pour devenir qui l'on est et peut-être d'expérimenter qui l'on n'est pas. Je trouve que C'est c'est souvent de passer par qui l'on n'est pas, c'est ça. souvent de passer par qui l'on n'est pas. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je trouve ça intéressant en tout cas. Ben, ce n'est pas le cas dans tous les domaines, mais pour beaucoup d'entre nous, ça peut nous parler sur un sujet, deux sujets, c'est-à-dire d'avoir compris que ben non, ça, c'est pas moi, ça, j'ai pas envie, j'ai plus envie. Mais tant que je ne l'ai pas expérimenté, je ne peux pas savoir. Je peux me faire des idées, je peux idéaliser des situations, je peux... Est-ce que je peux poser une question? Et bien sûr, Héloïse. Bonjour. Est-ce que tu peux préciser ce que tu appelles par personnage? J'ai entendu fragment de soi, de l'âme. J'ai noté le schéma, m'interpelle et j'aimerais en savoir plus. Est-ce que tu as fait la formation, le PAI de Coaching Wave? Oui. Oui. En mars. Eh ben, quand tu as fait au module de l'ombre le fameux poster avec le prince, la grenouille et le masque, la persona, c'est à la fois le masque et la grenouille. C'est-à-dire, c'est le masque qui cache la grenouille. C'est-à-dire, c'est globalement le rôle qu'on joue pour se faire aimer. Le rôle qu'on pense qu'on doit jouer. Et souvent, beaucoup d'entre nous, ben, on a eu, en fonction des injonctions parentales, ces fameux drivers déjà qui se sont installés. Oui, c'est ce que j'allais dire, les drivers. D'accord. On peut associer aux drivers, notamment la manière dont on incarne les drivers. Par exemple, dans certaines familles, il faut faire les choses parfaitement. Si les choses ne sont pas faites parfaitement, ça va pas coller, quoi. Dans d'autres, il faut faire les choses vite. Dans d'autres, il faut faire plaisir tout le temps. Et tout ça va influencer le personnage. Enfin, on pense que pour être aimé, il faut agir comme ça. On pense que c'est la norme. Et ça, c'est la persona. Mais si tu prends quelqu'un qui est né en Afrique, au Groenland ou je ne sais pas où, la persona n'est pas du tout la même. Parce que le melting pot qui est autour, l'inconscient collectif qui est autour n'est pas le même. Et du coup, le personnage n'est pas du tout le même. C'est complètement différent. Et on voit bien. Du coup, pourquoi dans le schéma, tu le mets dans la partie consciente? Parce que moi, du coup, spontanément, je l'aurais plutôt mis dans la partie inconsciente, hein, même si on fait, à partir du moment où on fait évidemment une thérapie, etc., on remonte à la conscience, c'est driver, etc. Mais pourquoi dans le conscient? Dans le schéma, il y a une partie consciente, la plus importante, et une partie inconsciente. La partie consciente, c'est que tu es convaincu que pour être quelqu'un de bien, ah oui, d'accord, en fonction de ton driver, il faut faire les choses parfaitement. Et du coup, c'est conscient. Ce qui n'est pas conscient, oui, c'est que... D'accord. Ce qui n'est pas conscient, c'est que c'est un mythe. Et oui. D'accord. Mais il y a quand même chez toi le fait de dire, ben non, moi, combien de personnes j'ai pu rencontrer qui disent, mais non, c'est absolument important de... ne joue pas avec ça, voilà, ça doit être comme ça.
Donc, une partie de la persona est consciente parce que tu agis consciemment pour rester dans ce personnage. Mais une partie est inconsciente. Oui, Si oui. on fait la fenêtre de Johari, hein, il y a le moi public et puis le moi, j'ai oublié, le moi que voient les autres. Secret, le moins. Voilà. Donc, il y a une partie que moi, je ne vois pas, donc je n'ai pas conscience. Il y a une partie qui est inconsciente. D'accord. Et juste, dernière question, pardon. Anima, animus, moi, ça me parlait beaucoup pour d'autres choses. Je savais que ça venait de Jung. Est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport à ce que tu as dit sur anima, animus aussi? Oui, alors l'animal, l'animus, moi j'ai fait dans ma formation, c'est le thème d'un module d'une quinzaine d'heures, hein, mais globalement, qu'on soit garçon ou fille, on va idéaliser le masculin plutôt chez notre père et le féminin plutôt chez notre mère. Mais comme c'est plus complexe que ça, parce que parfois c'est la maman qui porte, comme on dit, le pantalon, et parfois c'est la maman qui est très masculine. Aujourd'hui, bon, et c'est pas par hasard que les jeunes d'aujourd'hui, pour beaucoup, sont même non-genrés. C'est-à-dire que dans le non-genré, ils ont atteint, eux, le féminin et le masculin. L'âme n'a pas de sexe. L'âme est, quelque part, elle est deux sexes. Et donc, elle s'incarne dans un corps qu'on n'a qu'un seul. C'est chiant. Je peux expérimenter qu'une partie de quand je me suis incarné. Donc, il y a comme une frustration, un rétrécissement. Mais que je sois garçon ou fille, je vais idéaliser le féminin chez maman, c'est la caricature, et le masculin chez papa. Et l'archétype féminin, c'est de procréer, c'est-à-dire d'avoir des enfants. Et l'archétype masculin, c'est que je ne peux pas procréer, donc je vais créer. C'est pour ça que dans les générations antérieures, beaucoup d'artistes, que ce soit des musiciens, des peintres, etc., il y avait très peu de femmes. Parce que les femmes étaient cantonnées à faire des enfants et à bien tenir la maison, et puis les hommes, plutôt, avoir le pouvoir, amener l'argent et la sécurité, etc. Bien sûr, Donc, on le voit dans le monde du théâtre. Moi, j'ai 30 ans d'expérience dedans. Il y a beaucoup plus de comédiennes qui se présentent que de comédiens et ils ont même été obligés de faire dans les grands concours d'école même nombre de filles, de garçons. Donc, ça discrimine évidemment les femmes parce qu'elles sont plus nombreuses à se présenter. Et alors, Anima, est-ce que ça peut être lié aussi? On dit que chez les femmes, il y a un corps calleux qui est un peu plus important pour le transfert des choses. Moi, je fais le lien avec ça, en tout cas, cette capacité aussi à faire des liens, même si ce n'est pas rationnel, oui, peut-être à l'intuition ou l'intelligence émotionnelle, quelque part. complètement. Complètement. Le féminin est plus intuitif. Oui. Mais le féminin vit une expérience mystique avec le bébé, et la femme vit une expérience mystique avec le bébé qu'elle porte. Elle a cette connexion, elle a cette connaissance, c'est naître avec, connaissance, c'est naître avec de quelque chose de plus grand que l'homme, dont l'homme est souvent va mettre beaucoup plus de temps à y accéder. Donc là, Ou avoir cette pensée peut-être dichotomique aussi, noir-blanc, les choses comme ça. Moi, je l'associe aussi un petit peu à ça, l'animus aussi, notre capacité à de oui, temps en temps. absolument, absolument. Donc Bon, merci. l'individuation, c'est d'accéder aux deux parties, que je sois un homme ou une femme. Si je suis une femme, ben, je peux accéder à ma part masculine et puis du coup, je peux devenir artiste, créer. Et je ne vois pas forcément le sens de la vie uniquement dans le fait d'avoir des enfants c'est pas ou, c'est et, c'est-à-dire j'ai envie d'avoir des enfants et j'ai envie aussi d'être quelqu'un qui se réalise autrement. Donc au début de Coaching Ways, il y a une vingtaine d'années, on parlait de la ménagère de 45 ans. Parce que beaucoup de femmes avaient sacrifié leur carrière pour faire les enfants. Et puis elles se disaient à 45 ans, ben, j'ai quand même des diplômes, les enfants sont grands, maintenant qu'est-ce que je fais? Et on avait beaucoup de femmes qui arrivaient comme ça, qui arrivaient en disant, ben là maintenant, moi j'ai envie de me réaliser. Et c'est pas seulement dans le coaching, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui.
parce que les plus jeunes ont plus accès à leur masculin et leur féminin. Ils se rendent compte aussi que le sens que donnaient leurs parents à leur vie n'est pas forcément le sens qu'ils ont envie de donner. Comme nous-mêmes, moi-même, j'ai pu faire vis-à-vis de mes propres parents. Je me suis dit, je ne me vois pas dans cette vie-là. Donc, il y a comme un cheminement qui fait qu'aujourd'hui, en tous les cas, les jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, le côté non-genré, ça leur paraît tellement évident. Mais d'ailleurs, c'est à l'adolescence, il y a une partie de l'adolescence où on est attiré par homme-femme. Je crois que il y a 11 ans, 12 ans, il y a aussi ça. Il y a ce côté, notamment dans le déploiement de la sexualité. Alors, c'est vrai, et en même temps, les statistiques disent qu'il y a à peu près, par exemple, dans la bisexualité, il y a 90% de femmes, 10% d'hommes. C'est-à-dire que les femmes ont une plus grande propension à être attirées par les deux sexes que les hommes. Pourquoi? Parce que l'hypothèse, je ne sais pas, c'est quelque chose de pas une vérité absolue, mais qu'en tous les cas, même les petites filles enfants ont été attirées par leur mère. Elles viennent du corps de leur mère. Le corps de la mère est un corps aussi qui a été fantasmé, le sein, etc. Donc il y a eu une relation charnelle avec maman. Si je suis une fille, si je suis un garçon, j'ai eu une relation charnelle avec maman, mais pas avec papa. Donc spontanément, une femme va être plus facilement aller dans la bisexualité qu'un homme. Et après, ça reste. Merci. Mais je t'en prie. Du coup, je me permets juste, Mathilde, de rebondir par rapport à la conversation. J'avais juste une question. Vous disiez que du coup, donc, il y avait à la fois l'anima et l'animus, le masculin, le féminin, qui aujourd'hui étaient présents, notamment chez les plus jeunes, et puis c'était aussi l'objet de l'individuation. Oui. Et vous avez dit, ça n'est pas ou, c'est et. Oui. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, on tend nécessairement vers ce et dans tous les cas, les hommes, en termes le fait de procréer est quelque chose qui appartient au corps de la femme. Est-ce que voilà, ma question derrière, c'est dans ce et, j'entendais peut-être qu'on ne pouvait pas être dans le ou en tout cas que le sens était plutôt d'être dans le et. Alors, Vous avez juste une remarque par rapport à ça, mais sinon, ça m'a interpellée. Malgré tout, on reste, les hommes ne font jamais des bébés, donc ça c'est sûr. Cependant, aujourd'hui, les plus jeunes, je pense, peuvent aller plus facilement. Je ne sais pas si tu as fait la formation, je n'ai pas posé le tutoiement. Oui, je suis dans le paille, oui. D'accord, donc, mais tu n'as pas terminé encore. Non. Non. Donc, dans le module 6, on voit la spirale dynamique. Donc, pour tous ceux qui sont allés dans la spirale dynamique, la spirale dynamique étant un modèle qui montre l'évolution de l'humanité de l'homme préhistorique à aujourd'hui, avec majoritairement une couleur très orange dans les sociétés occidentales, où le moteur, c'est de gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire le sens de la vie, c'est le succès, d'avoir de la richesse. Et ça nous entraîne dans une impasse écologique. Dans ce paradigme-là, la sexualité est vue comme un facteur de succès. Donc, le couple est plutôt un trophée. On a plutôt tendance à vouloir avoir une personne qui va être une personne avec qui je vais être plus brillante que si je suis seul, ou plus brillant. Ça va dans les deux sens. Ensuite, on a une couleur verte qui est plutôt une couleur collective de partage, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où le maître mot, c'est le développement durable, aussi bien sur un plan sociétal, managérial, environnemental, et l'objectif étant l'harmonie. Là, on a plutôt beaucoup de jeunes, mais aussi un peu moins jeunes. Dans l'énergie verte, on est plutôt sur une moyenne d'âge
Oui, on est sur une moyenne d'âge 20, 35 ans. C'est l'écomobilité, c'est la colocation, c'est tout un tas de choses comme ça. Et là, on peut, sur le plan de la sexualité, observer beaucoup de comportements un peu collectifs. C'est-à-dire que on peut un peu naviguer, pas être tout à fait sûr de son identité sexuelle, avoir des relations qui changent. Ça peut même aller jusque à l'échangisme, enfin jusque avoir voilà plusieurs partenaires. Et puis dans l'énergie jaune qui est au-dessus, qui est une énergie où là il y a c'est vraiment la personne qui est capable d'observer ce qui se passe, de se mettre en observateur et puis de ne pas vouloir être enfermé dans une couleur. C'est ce que va faire Nelson Mandela quand il va réunifier son pays. Ben dans le jaune, sur le plan de la sexualité, le jaune est non genré. Et il n'a pas forcément besoin de sexualité. C'est-à-dire que non seulement il est non genré, mais en plus, il peut être... il a une forme de détachement. Et ça, c'est un peu l'évolution vers laquelle on va. Je ne sais pas si ça répond. Enfin, si en tous les cas, ça J'ai fait... hâte d'être au module 6, du coup. Mais, Alors, dans oui. le module 6, on ne parle pas de sexualité, mais j'ai fait une formation plus évolutive. D'accord, bon, bah, comme ça, j'aurai ça en plus. Non, je faisais le lien, et pour clôturer sur ce point, en fait, avec le fait que notamment, il y a de plus en plus de femmes qui ne veulent pas d'enfants. Oui, Et donc, je faisais le lien avec ça en me disant peut-être qu'effectivement, et on entend beaucoup des femmes qui veulent justement peut-être créer, faire autre chose et créer. oui, Et il y a peut-être un lien. Voilà, du coup. oui, oui. Alors, je vois qu'il y a une question de Claire. Est-ce que la formation sera proposée ailleurs qu'à Lille, par exemple à proximité de Lyon? Alors, Claire, j'ai fait cette formation il n'y a pas si longtemps que ça à À Aix. Aix-en-Provence. Nous étions un groupe suffisant, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir à condition que le groupe soit au moins de... L'idéal, c'est 12 personnes, pour qu'il y ait suffisamment d'interaction, qu'il y ait suffisamment que ce soit apprenant pour chacun. Donc là, on a une promo qui est prévue sur l'île fin juin, début juillet. S'il y a un groupe suffisant dans une autre ville, je me déplace et on peut tout à fait le faire. Après, entre Lille et Lyon, il y a moins de 3 heures de TGV. Il y a 2 nuits à prévoir. Donc, on a souvent sur l'île beaucoup de gens qui viennent. Hein. Moi, là, je vous parle depuis Bordeaux. Je me déplace tout le temps en TGV. Bon, c'est aussi faisable. Après, ça dépend voilà, de tes contraintes, mais dans l'absolu, c'est possible. C'est tout à fait possible d'aller à Lyon. Maintenant, il faut arriver à constituer un groupe suffisant pour que la promesse soit tenue. Alors normalement, on est arrivé un peu à la fin du temps, mais moi je suis encore disponible si vous avez encore d'autres questions pour répondre, ou bien d'autres questions. C'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup en tous les cas pour cet échange et ces informations éclairantes et inspirantes. Moi, j'avais Merci. une dernière question sur la formation Fiorena. Oui, elle-même, pardon. oui, vas-y, Héloïse. J'ai peut-être pas lu les infos aussi, je sais pas, parce que je pense que je débarque à ce niveau-là. Oui. Quel est l'enjeu de cette formation? Ah ben l'enjeu, c'est vraiment d'enclencher un processus d'individuation, d'avoir une meilleure connaissance de soi, de mieux identifier la limite entre coaching et thérapie, de maîtriser le processus de décompensation quand quelqu'un peut décompenser dans un groupe, de savoir comment réagir, parce qu'il y a une position latérale de sécurité qui n'est pas évidente. De faire une thérapie collective, hein, parce qu'il y a une thérapie collective dans le parcours de 2 fois, de 2 demi-journées qui permettent en général de bien cheminer de là où on en est.
et du coup de gagner en présence. Parce que pour gagner en présence, encore une fois, il faut développer la présence à soi. Et le module de l'ombre qui est dans le parcours est pas forcément suffisant. Il est juste là pour vérifier où chacun en est. On va dire c'est un module de l'ombre puissance 10. Puissance 10, c'est peut-être excessif. Mais on demandait à Muriel qui a fait la Au moins formation. 9,5, je dirais. D'accord. Alors, pour votre info, en fait, j'ai eu l'occasion de suivre cette, j'appelle pas ça une spécialisation, je dirais un approfondissement d'une connaissance de soi pour ma part en 2018. Et c'est vrai que peut-être que le paille avait pas été assez puissant pour déclencher chez moi un démarrage de thérapie. En tout cas, coaching et thérapie l'a fait. Et c'est chargé de ça. Donc, c'est vrai que le processus d'individuation, pour ma part, en fait, il a été vraiment déclenché à ce moment-là. Voilà. Et ça a enclenché également pour moi aussi le souhait d'une formation ensuite pour être psychothérapeute à l'EPA. Voilà, et je serais ravie en tout cas, je pense que vous avez dû recevoir dans les confirmations de soirée la plaquette de la prochaine session. Vous avez toutes mes coordonnées pour revenir vers moi si vous souhaitez échanger, aller plus loin sur le sujet ou que je vous partage un peu plus cette expérience. Je serais ravie de vous accompagner, en tout cas sur des échanges individuels. Donc, voilà. Ok, merci. Alors, moi, j'ai eu les mails c'est no reply, là, Coaching Ways, no reply, even praise. Alors, je ne vois pas tes autres mails. Mais écoute, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, déjà, déjà, vous êtes… pour avoir plus d'infos. D'accord. Dans le chat. Il n'y a pas de souci, Héloïse. Ce que je vais faire, déjà, je vais vous envoyer à tous le PowerPoint qui a été proposé ce soir. Le replay pour ceux qui ont eu des petits soucis aussi de connexion. Et puis, je t'enverrai à ce moment-là la plaquette et tu auras mes coordonnées. Ça marche? Merci. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous souhaitez encore échanger, Muriel et moi, on est à votre disposition si la formation vous intéresse et que vous avez une question précise, un besoin je sais pas, d'avoir plus d'infos, mais je dirais de façon plus intime, en privé, c'est tout à fait possible. Car c'est forcément une formation assez impliquante et donc il peut y avoir le besoin, en tous les cas, de clarifier des points avant de s'y engager. Je partagerai juste que pour avoir vécu le paille et coaching et thérapie, l'introspection qui est proposée dans le paille, elle est beaucoup plus puissante. C'est-à-dire qu'on avance pour moi dans une connaissance de la construction psychologique de l'adulte d'une manière plus puissante. Et tout comme le paille, c'est toujours de l'expérientiel qui est proposé. Toutes les expériences, en fait, nous ramènent vraiment à cette meilleure connaissance de soi pour la meilleure connaissance de l'autre. Donc, c'est vraiment quelque chose de très puissant à vivre. L'avant et l'après, là, ils se font sur un temps beaucoup plus court que le paille. Voilà. Avec beaucoup plus de mélange tête-corps-cœur, c'est-à-dire qu'on est en permanence dans quelque chose qu'on expérimente. Pour autant, il y a quand même de la théorie qui est partagée. Et on agit sur les deux plans, et puis en même temps, il y a un parcours initiatique et une dimension spirituelle. Pour autant, la spiritualité, c'est quelque chose qui s'expérimente. Donc, en tous les cas, ça favorise le fait d'expérimenter, y compris ce champ-là. Et ça reste un chemin individuel, évidemment. Je vous propose qu'on se quitte là-dessus, sauf s'il reste une dernière question. Si je n'en vois pas, Christian. Bon, écoutez, merci de m'avoir écouté ce soir. C'était un plaisir et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, peut-être dans cette formation. D'autres aventures. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci.